Alors, bonjour à tous, bienvenue sur A priori, l'émission qui vise à démystifier le monde juridique et vous aider à trouver votre voie. Alors, aujourd'hui, on aborde une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui est le fameux équilibre. On fait comment pour le trouver? Parce que trop souvent, on a cette idée-là que le monde du droit, ben, c'est très compétitif. On n'a pas le choix. Pour être un avocat performant, pour réussir, il faut travailler. Il faut être en ligne 24/7, il faut répondre à nos courriels en tout temps, il faut toujours répondre au téléphone, toujours plus de clients, toujours plus de temps et il faut travailler des 80 heures semaine. Donc, est-ce que c'est possible d'être un bon avocat, d'avoir une belle carrière, mais en ayant un équilibre ailleurs, dans d'autres sphères de notre vie? C'est-à-dire en ayant une vie. En ayant une vie. Alors, aujourd'hui, pour parler de cette thématique-là, ou je dirais même cette quête-là, on a un invité qui nous tient particulièrement à cœur à moi et Emmanuel, qui est maître Adèle Pilote-Babin, qui a sa boîte légale à Boucherville, qui est son cabinet. Elle est également, elle a co-créé un programme qui s'appelle Les Consoeurs, qui est un accompagnement professionnel. Alors, Maître Pilote-Babin a été reçue au barreau en 2012. Elle a fait son bac à l'Université de Sherbrooke. Elle a, et oui, tenez-vous bien, 3 maîtrises. Une en règlement des différends, une en common law et une en droit commercial international. Alors, on va vous présenter immédiatement cette fabuleuse personne. Alors, bonjour Adèle, merci d'être avec nous. Bonjour Adèle. Bonjour les filles. Mon Dieu, c'est trop d'honneur, cette fabuleuse personne, j'adore ça. Mais merci de me recevoir avec vous aujourd'hui. C'est tellement toujours euh, touchant de pouvoir partager justement son parcours, ses expériences, ses réflexions. On va dire pour la relève, mais je ne suis pas si vieille que ça quand même, mais dans le sens que pour que le monde juridique se porte mieux, en fait, hein? De tout bord, tout côté. Effectivement. Alors, comme Andréane le présentait tout à l'heure, tu as fondé ton cabinet qui s'appelle la Boîte Légale à Boucherville. Comment t'es venue l'idée de ce cabinet-là et quelle était ta vision derrière la Boîte Légale? Ouais, en fait, c'est une bonne question parce que ça a été vraiment, là, je vais commencer ça de manière super ésotérique, par les hasards de la vie, disons. Non, je recommence la genèse. En fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, quand je suis rentrée en droit, j'avais vraiment dans mon cœur le désir de mettre dans l'avant-plan, ça va avoir de l'air super quétaine ce que je vais dire, mais l'humain. Parce que moi, je tripais à ce moment-là médiation. Mais là, vous allez dire, ben oui, médiation, tout le monde tripe médiation. Premièrement, non, ce n'est pas tout le monde qui tripe médiation. Et deuxièmement, là, je parle de ça il y a quand même 14 ans à peu près, là. Tu sais, je parle de ça même il y a 15 ans. Oh my God, ça me rajeunit pas vraiment. Mais je parle de ça il y a 15 ans, là. Tu sais, quand il y a 15-16 ans, j'ai fait mon choix d'université puis de programme universitaire. Moi, je voulais faire de la médiation, mais c'était pas connu. C'était une bébite, un nom bizarre. Il y en a qui pensaient quasiment que ça se faisait avec de l'encens puis de la sauge. Tu sais, c'était encore méconnu. Et donc, moi, durant mon cursus universitaire, j'ai vraiment pris tous les cours de médiation, introduction à la médiation, fait un petit cours pratique, un petit cas d'espèce, aller dans des OBNL aussi qui commençaient à pratiquer ça, etc., etc. C'est vraiment ce que je voulais faire parce que je croyais à la justice, mais je le voyais déjà et je le ressentais déjà que la justice telle qu'on la connaît là, dans les films, dans les séries, dans les ci, dans les ça, c'était pas ce qui me conviendrait, mais la justice était tellement une valeur importante pour moi que je me disais non, moi je vais être capable de l'amener autrement, de la travailler autrement. Et tout ça. Donc, de fil en aiguille, avec la médiation en tête, mon parcours m'a aussi amené à l'international. Donc, parce que, entre autres choses, la médiation, qui était moins connue au Québec, au civil, au niveau, dans mes repères là, que moi, je connaissais, était ou commençait à être un peu plus en avant-plan sur la sphère internationale. Donc, de l'arbitrage international, de la médiation entre, justement, là, ça va avoir de l'air gros, mais entre des pays pour des conflits importants.
Donc, tous les organismes internationaux affiliés à l'ONU, c'était un langage qui, eux, utilisaient, quand nous, on l'utilisait un petit peu moins. Donc, de fil en aiguille, avec mon ouverture, ma passion, mon attirance pour la médiation, ça m'a amené à avoir un parcours international, ce qui m'intéressait aussi. Là. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé avant. Là, donc, j'ai pris tous les cours, oui, de médiation, mais aussi de relations économiques internationales, de développement international, etc. Et donc, j'ai fini mon bac à Lyon. J'ai fait une maîtrise à Montpellier. J'ai fait mon stage du barreau à La Haye, dans un organisme de l'ONU. Et j'ai eu mon premier emploi en Afrique. Et tout ça de fil en aiguille. Et à un moment donné, moi, j'étais partie pour la gloire. Là. J'étais partie pour la gloire, mais mes contrats se renouvelaient. Après l'Afrique, je suis retournée faire un petit contrat parce que à l'international, ça fonctionne beaucoup comme ça. Ben, vous le savez, je pense que vous avez un parcours un peu similaire au mien aussi. C'est souvent des contrats de 6 mois ou d'1 an ou pour une mission particulière, etc. Et de fil en aiguille, ça se renouvelait jusqu'à un moment donné que je me dise, écoute, je suis passionnée, j'adore ce que je fais vraiment. Mais j'étais beaucoup passionnée au niveau théorique. Il me manquait vraiment du concret. Et là, je reviens à ma quétainerie du début, l'humain. Il me manquait vraiment ce contact-là avec l'humain, cet accompagnement-là personnalisé, le mot accompagnement est très fort pour moi. Il a été dans mes décisions et l'est dans ma pratique aussi. Donc là, je me suis dit, bon, est-ce que je continue de faire ça? Si oui, quels sont les pour, les contre? Donc, mêler l'intuition avec l'émotion, avec le pragmatisme des décisions. Et j'ai décidé de revenir ici. J'ai décidé de revenir ici étant pour ma part sur la Rive-Sud de Montréal. Ça faisait 5 ans là, que j'étais partie un peu partout. Et j'ai décidé de revenir ici avec la ferme intention d'être plus connectée à ma communauté, aux gens, de pouvoir accompagner, prendre par la main, guider, mais ne sachant pas trop nécessairement comment j'allais le faire. Donc, quand je suis revenue ici, j'ai passé quelques entrevues. Dans des cabinets qui me semblaient avoir des approches justement avec la prévention des règlements assez intégrés dans leurs approches, dans des organismes aussi de l'ONU encore. Je me suis rendue très loin dans tous les processus, mais chaque fois, soit moi, je me disais, ouf, cette notion-là de contact direct et d'accompagnement direct et personnalisé, je l'aurais pas. Ou chaque fois, on me disait, oui, mais ce que tu recherches ici, tu pourras pas l'avoir. Tu sais, ce que tu recherches en revenant, tu pourras pas le trouver ici. Tu sais. Là, à un moment donné, ben, l'évidence m'est tombée du ciel. Je me suis dit, ben, j'aurais pas d'autre choix que de créer ma pratique, que d'amener mes valeurs, puis mes aspirations, puis mes façons de penser dans ma pratique de tous les jours, puis de me créer quelque chose qui me ressemble. Et de là est partie la boîte légale. En fait, pour être franche, au début, c'était bien plate. Là, c'était Adèle Pilote Babin, avocate. Là, c'était bien ça. Après ça, ça a été Morin Pilote, avocat, parce que je me suis rapidement mis en partenariat avec mon collègue qui est encore mon partenaire aujourd'hui, 10 ans plus tard. Et il y a 5 ans, près de 5 ans, 4 ans, 5 ans, on a changé notre branding là, pour aller dans quelque chose qui nous ressemblait un peu plus, qui était plus personnalisé, autant dans le nom, qui est la boîte légale, qu'on a déménagé, on a mis nos bureaux dans mon quartier de vie. Donc, j'habite, là, je suis actuellement dans ma maison, je suis pas dans mes bureaux. J'habite mon bureau est au coin de la rue, l'école de mon enfant est en arrière. Donc, pour incarner vraiment cette vision-là, puis cette mission-là que j'avais d'être proche du monde, d'être dans ma communauté, d'accompagner les gens. On a pignon sur rue, on est au bord de l'eau, il y a une piste cyclable qui passe devant. Moi, mon bureau, il est tout vitré en avant, donc les gens font leur jogging, puis souvent, il y a des clients qui passent et me font des halos. Donc, c'est à ça que ça menait. Mais je ne savais pas, là, il y a 10 ans, quand je suis revenue de mon périple à l'étranger, là. Mais c'est à ça que ça menait. Donc, voilà la boîte légale, toute la genèse et le comment du pourquoi. Puis, lorsque vous avez créé la boîte légale, à ce moment-là, est-ce que vous étiez enceinte? Est-ce que vous saviez que vous alliez avoir un enfant? Est-ce que c'est pour ça que ça a été choisi, cet emplacement-là? Ou ça a été un hasard, ça s'est développé comme ça?
Une bonne question. Oui, ben mon fils a 6 ans. Mon fils biologique a 6 ans. On a aussi une adolescente, nous, qui habite avec nous depuis 4 ans, mais qui est pas on n'a pas de lien de sang ensemble. Et là, elle a commencé le cégep cette année, là, donc elle est pas loin non plus. Bon, tout est là. Donc, oui, j'avais mon enfant, mais ça, encore là, ça a été des belles synchronicités parce que on a acheté notre maison, ça va faire 5 ans. Ben, ça fait 5 ans, genre aujourd'hui, mettons. Mais ça fait 5 ans cette semaine. Et dans la même semaine où on déménageait, je me promenais dans mon quartier, qui n'était pas nécessairement nouveau, là, mais cette maison-là, moi, écoute, elle est arrivée sur les sites de vente de maisons. 1 heure après, je la visitais, puis 1 heure après, je faisais une offre. Là. Donc, tu sais, c'était vraiment ma maison que je voulais, tu sais. Et dans la même semaine, les synchronicités de la vie, il y avait une boutique qui était établie, moi je suis à Boucherville sur la rive sud de Montréal, il y avait une boutique qui était établie au coin de ma rue depuis 25 ans. Là, j'ai vu une pancarte à louer. Là, dans la même journée, je pense, je suis allée faire des courses dans des commerces proches, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey Adèle, je connais tout le monde à Boucherville. » Parce que moi, on dit toujours que je vais être la future mairesse. Mais il dit ça, qui connaît tout le monde à Boucherville. J'ai un ami qui vient d'acheter l'immeuble au coin de la rue. Puis, il va chercher à louer pour faire des trucs commerciaux. Puis moi, quand il y a eu la pancarte à louer, j'avais tout de suite appelé Je reviens là, mais je faisais mon jogging. Je faisais mon jogging dans mon quartier. J'ai vu la pancarte à louer, j'ai appelé mon partenaire, j'ai dit « Hey! » J'ai dit « Je viens d'avoir une vision, un feeling. » Moi, je marche bien au feeling, aux visions, là, tu sais, mais bon, avec le pragmatisme qui vient avec. Mais tu sais, quand il y a comme un éclat ou quelque chose qui me vient en tête, j'y accorde du temps et de l'énergie parce que souvent, ça m'amène à une bonne place. Et là, je me souviens d'avoir appelé Alexandre, mon partner, puis de lui dire « Hey, Alex, je viens d'avoir vraiment quelque chose d'une vision. Tu sais, là, c'est à louer, mais je me demande si on pourrait pas l'acheter, l'immeuble. Là. Des fois, ils mettent à louer, mais ils sont ouverts à vendre. » J'ai dit « Je pense que je vais appeler. » Puis dans la même journée ou le lendemain, là, vraiment, là, dans le 24-48 heures qui a suivi, j'ai croisé une personne qui m'a dit « Hey, mon ami vient d'acheter cet immeuble-là, puis il va chercher à louer pour des immeubles commerciaux. » Je l'appelais 5 minutes après, puis je pense qu'on avait un bail de signer le soir même, là, avec une option d'achat, parce que je me suis dit « Là, tu l'as acheté, tu as été plus vite que moi, mais après ça, c'est moi. » tu sais. Donc, ouais, ça a été des synchronicités. Je l'avais pas nécessairement planifié comme ça de je vais acheter une maison et avoir mon bureau dans ce quartier-là, etc. Par contre, ça part quand même d'une vision que j'ai depuis toujours. Moi, j'ai toujours dit, même avant de tomber enceinte, j'ai toujours dit, pour moi, la réussite dans ma vie, hein, parce que je pense qu'il y a et qu'on doit avoir plusieurs définitions de la réussite et plusieurs approches de la réussite. Pour moi, ma réussite, c'était quand toutes les sphères de ma vie allaient pouvoir danser ensemble dans un grand tout harmonieux et fluide. Mm-hmm. Pour moi, c'était ça. Je suis une fille intense, je suis une fille passionnée et une de mes plus grandes peurs, c'était de sentir que il y avait une Adèle au travail, une Adèle avec ses amis, une Adèle avec la famille. Puis je sais que si ça avait été ça, ma vie et mon approche, je me serais sentie désalignée, je me serais sentie éparpillée. Et donc, pour moi, l'allègement et l'épanouissement et l'équilibre, hein, parce que c'est le sujet, je pense, un peu principal d'aujourd'hui, allait passer par une belle danse fluide entre les différentes sphères de nos vies. Et donc, pour moi, ces synchronicités-là, d'avoir le bureau au coin de la rue, l'école en arrière, tu sais, moi, je me lève le matin, je prends le chien, j'ai mon café dans ma tasse, mon chum qui me tient l'autre bras, pouette, on s'en va porter le petit loup à l'école, après ça, on marche au bureau, après ça, je prends ma marche le midi. Genre, tu sais, c'est d'une douceur, là, le fait, une douceur indescriptible. Ouais, le fait, finalement, que tout soit à côté, ça te permet d'être centré et d'être ancré, en fait, dans ta pratique, mais aussi dans tous les autres aspects de ta vie. Mais une question que j'avais, c'est même si tout est proche, puis finalement, tu vois, parce que tu dis que t'as le cabinet à Pignon-sur-Rue, puis tu marches pour aller au travail, tu marches pour emmener ton enfant à l'école, mais je marche pour l'épicerie, je marche pour la pharmacie, je marche pour les cafés, pour les restos, pour la SAQ, pour la caisse, l'optométriste, le dentiste. Je marche pour tout. Mais il n'empêche que quand on est avocate, on travaille énormément. Alors, comment on fait pour,
tu vois, ne pas rester au bureau, jusqu'à 20h, puis ensuite, tu vois, louper la sortie de l'école de son fils, louper le souper, puis louper le coucher, etc. J'imagine qu'avant d'arriver à cette danse harmonieuse dont tu parles, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et des efforts, non? J'ai le goût de dire oui puis non. OK? J'ai le goût de dire oui puis non parce que effectivement, il n'y a rien qui se fait en claquant des doigts. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Il n'y a rien qui est magique. Effectivement, que ce qui est mis en place pour moi aujourd'hui, qui me convient, qui répond à mon image et à ma nature, euh, et, a évolué et continue d'évoluer durant les 10 dernières années. Et ma formule de vie est toujours en cours d'amélioration. Pour moi, c'est très important que ce soit un continuum puis une évolution. Ceci étant dit, Emmanuel, tu as dit deux gros mythes quand même. Quand on est avocate, on travaille vraiment beaucoup, OK? Ça, c'est un. Deux, il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si c'est mon interprétation des mots, mais moi, quand on dit souvent beaucoup d'efforts, ça sonne lourd, ça sonne des défis, ça sonne difficile. C'est comme si on ramait un peu à contre-courant. Moi, j'ai la chance, je pense, d'être née dans la marmite du positivisme, de l'optimisme et de l'énergie. C'est vrai que j'ai une énergie qui est quand même hors du commun dans le sens que c'est ça. Là. Tu sais, j'ai peut-être moins besoin d'heures de sommeil, j'ai comme une réserve, un réservoir d'énergie qui est inhabituel. Ceci étant dit, j'ai été élevée, et je ne redirai jamais assez merci à ma mère, avec vraiment l'optique que tout est possible dans la vie et que c'est pas vrai qu'il faut que ce soit difficile pour l'obtention d'un bonheur. C'est pas vrai que le bonheur est la finalité d'un effort difficile et souvent inconfortable. Moi, j'aime beaucoup voir les efforts, les compromis, les démarches comme s'inscrivant dans une fluidité et dans une harmonie. Mais pour ça, il faut savoir qui on est, puis il faut savoir ce qu'on veut. Parce que ce qui rend les efforts, les démarches, l'évolution très difficile souvent et très inconfortable et que tu sais, pour bûcher, pour y arriver, c'est souvent qu'on rame à contre-courant. C'est souvent qu'on est en train d'essayer dans une direction qui finalement est pas alignée avec qui on est, avec nos valeurs, avec notre nature, avec nos forces, avec nos faiblesses et que nécessairement à un moment donné, c'est pas tant le parcours qui rend ça difficile, mais que le parcours, c'est pas le bon pour aller là où on veut se rendre. Et c'est de là que je dis que oui, ça a demandé des efforts, oui, ça a demandé des réflexions, des compromis, mais cet effort-là a moins été dans le faire que dans se poser des questions sur l'être, être. Et ça, on l'oublie puis on le néglige. C'est que plus rapidement vous allez vous poser des questions sur qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous voulez aller, plus facilement les choses vont se faire. Puis là, ça a de l'air là, flou, non concret pour des avocats, très ésotérique parce on veut du comment puis on veut du pragmatisme. Mais je vais donner des exemples super concrets, tu sais. Il faudrait qu'ils me viennent en tête, d'ailleurs. non, mais je m'en ai dit des exemples super concrets. Tu sais, moi, j'ai des amis qui... je vais parler de moi. Mettons tout le parcours international. Moi, là, le parcours international, là, il m'a fait triper. Je reçois encore ici le courrier international à chaque édition. On reçoit le monde diplomatique, le monde libertaire. Tu sais, quand je dis on, c'est mon chum puis moi qui lui aussi a un double bac, un en développement international, l'autre en droit, etc. Donc, c'est encore une passion pour nous. Mais si à 25 ans, je ne m'étais pas demandé, quand j'avais ressenti en moi un désalignement, que je m'étais dit « Oh, je suis plus sûre que je suis à la bonne place », si je ne m'étais pas demandé
Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi, le droit international? Si j'étais restée dans « ben j'aime ça, puis ça me définit, puis c'est sûr que c'est valorisant d'avoir une carrière outre-mer, puis qui est impressionnante, puis etc., etc. », ben j'aurais continué dans une voie pour les mauvaises raisons. Et j'aurais bûché, puis j'aurais trouvé ça difficile, mais en même temps, ça aurait été satisfaisant, puis valorisant, puis... Mais j'aurais continué pour les mauvaises raisons parce que j'aurais transformé ce qui est pour moi une passion plutôt théorique en quelque chose qui aurait été en avant-plan dans ma vie en ne nourrissant pas la carence qui était au final primordiale pour moi d'être en contact avec l'humain. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que j'aurais trouvé ça inconfortable, que j'aurais trouvé ça confrontant, peut-être que je me serais sentie un peu à côté de la plaque, pour qu'au final, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, là, j'arrive à un statut dans ma job, puis dans mon travail, puis dans mon milieu, où que là, ça me semble plus facile parce que c'est l'expérience et le temps qui va me l'avoir amené, et pas nécessairement l'alignement de mon parcours. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis? Mais oui. La question que j'avais, c'était très concrètement, est-ce qu'il y a des habitudes, des astuces que tu as mis en place? Non, mais c'est parce que, tu vois, on le martèle avec Andrea à nos étudiants qu'il faut absolument qu'ils soient au courant, enfin, qu'ils se connaissent eux-mêmes et qu'ils s'interrogent sur leurs valeurs et leurs besoins. C'est quelque chose de primordial pour nous. Puis c'est un peu une découverte aussi pour eux de se poser ce genre de questions-là plutôt que de se poser mais dans quel domaine de droit je vais pratiquer. Avant de savoir ça, il faut se connaître. Mais comment, une fois qu'on se connaît, qu'on sait ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs, tu vois, de façon très, très concrète, très terre à terre, comment on fait pour quitter le bureau à 5, puis plus penser à ses dossiers jusqu'au lendemain à 9 et gagner honnêtement sa vie, tu vois? Parce que pour donner un exemple, moi, j'essaye vraiment, tu sais, moi, je suis en droit familial, puis moi, c'est le côté humain, la relation d'aide, d'accompagner les gens. Je résonne un peu avec ce que tu disais à cet effet-là. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ce domaine, parce que j'aime les accompagner dans ça. Ma clientèle et tout ça, puis pour moi, c'est très important, cet aspect-là. Mais j'ai quand même de la difficulté. J'essaye, là, je vais partir à 5 heures du bureau, là, mais mon cerveau est encore au bureau. Puis là, tu sais, je suis partie, mais en même temps, je suis comme, ah ouais, mais là, il y a tel courriel. Ah ouais, mais c'est vrai, cette personne est insécure. Ah, tel avocat, parce que veut pas. On a aussi des confrères qui, vous m'avez pas répondu, ça fait 1 heure que je vous envoie un courriel, puis j'ai pas de réponse. On en a, veut pas, des confrères, des consoeurs qui sont plus dans le mode, j'ose pas dire productif parce que je pense pas que je suis improductive, mais dans un mode plus rapide, puis qui essaie d'imposer un rythme dans lequel on veut pas nécessairement embarquer. Fait que moi, je pars du travail, puis la charge... Physiquement, je suis plus là, mais mentalement, je suis encore là. Puis j'ai un peu de la misère encore à ajuster cet équilibre-là, personnellement. Ouais. Bien, écoutez, je vais partir d'un autre point, puis je vais y arriver pour le concrètement. Parce qu'au début, vous avez nommé que j'ai parti un programme en ligne puis une communauté. Ouais. Oui, j'ai la boîte légale, où je pratique le droit, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les démarches juridiques. Mais j'ai aussi Les Concerts, qui est une autre entreprise. Ça fait 2 ans qu'on existe, qu'on est sur le marché. Et quand je dis on, c'est ma collègue Les Concerts, Joanie, qui est notaire, et moi-même, qui est avocate. Et justement, à cause et grâce, je vais dire ça comme ça, grâce à des belles jeunes avocates comme vous, comme les étudiants qui vous parlent, etc., qui se posent ces questions-là. À un moment donné, moi, je me faisais appeler plusieurs fois par semaine, par mois. « Adèle, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais pour finir tôt? Comment tu fais pour concilier? Comment tu fais, coudonc, pour intégrer tes passions? » Puis là, j'allais luncher avec une, j'allais prendre un 5 à 7 avec l'autre, j'allais ci, j'allais ça. Mais à un moment donné, on s'est bien rendu compte, ma collègue et moi, qui, elle aussi, a une façon de vivre son notariat, qui est, elle, moi, je suis un peu lapin à batterie Energizer, là. Puis elle est vraiment plus, on se complète bien parce qu'elle est vraiment slow life, elle est vraiment très, très slow life. Puis elle se faisait poser des questions. Les personnes avec qui ça résonnait, son slow life, lui posaient des questions. Puis à un moment donné, on a dit, là, on peut plus aller manger des croissants avec chacune d'entre elles. Il faut faire quelque chose à plus grande échelle. Il faut mettre quelque chose sur pied. Donc, on a parti Les Concerts. Puis je le dis parce que vous allez voir pourquoi c'est important pour moi de le nommer. On a parti Les Concerts qui est une communauté à la base, donc sur les réseaux sociaux, une communauté très active, très vivante. Et on a plusieurs offres. On a des cohortes, donc des cohortes dans lesquelles, justement, on chemine ensemble. Donc, c'est un programme en ligne que les gens peuvent écouter de manière autonome, mais qui vient aussi avec tout l'aspect de communauté, un groupe Facebook privé dans lequel on échange, on se donne des trucs. Donc, tout dépendamment des cohortes, on traite de la conciliation, on traite du rythme, on traite de
idéal, on traite de redéfinir justement sa définition de la réussite, de l'accomplissement, de la productivité. On parle du leadership, on parle du micromanaging, de la macro-planification. Tu sais, on parle de toutes les questions que vous posez là et qu'on se pose toutes pour justement arriver à être capable de se poser les bonnes questions et à mettre des choses très concrètement en place avec les outils, les ressources et la réalité qu'on a. Parce que ma réalité n'est pas la vôtre. Emmanuel, tu n'as pas la même réalité qu'Andréane, on n'a pas la même réalité que Joanie, etc. Donc, il faut voir les outils qu'on a à nos dispositions, autant intérieurement que physiquement. Tu sais, est-ce qu'on est proche d'une famille? Est-ce qu'on a des amis? Est-ce qu'on a un chum, une blonde? Est-ce qu'on nos ressources financières, etc., etc., pour mettre des structures en place pour justement arriver à tendre un peu plus chaque jour à notre idéal de rythme de vie, de conciliation. Et très important, quand je dis conciliation, vous n'êtes pas obligé d'être une mère de 3 enfants pour concilier. On est toutes une amie de quelqu'un, une conjointe d'une blonde ou d'un chum, ou en désir de le devenir, la fille de quelqu'un, on travaille, on est dans des réseaux sociaux, on a toutes 8 rôles au minimum et on joue souvent ces 8 rôles-là chaque jour. Et donc, la conciliation, elle est pour tout le monde. Et dans les concerts, pourquoi c'est important de le nommer, c'est parce qu'on a décidé cette année, Joanie et moi, que nos programmes et tout ça, on les donnait aux étudiantes gratuitement. Aux étudiantes et aux stagiaires. C'est génial, donc, ça. ben, je veux passer le mot, puis parce que justement, on se disait, on veut pas attendre que nos consoeurs soient établis et aient un budget formation, entre guillemets, pour arriver dans notre monde, dans notre univers consoeur, pour se poser les questions. Non, nous, là, on veut que dès qu'on se pose ces questions-là, dès qu'on rentre dans un milieu conventionnel et où la culture de milieu, elle est très imposante, elle est très chargée, mais qu'on sait que nous, on peut faire autrement. Puis faire autrement, ça ne veut pas dire être marginal et avoir les cheveux roses. Là. C'est pas ça que ça veut dire. Faire autrement, c'est juste de rester connecté à ce qu'on veut pour nous et à ce qui est bon pour nous et d'être capable de mailler et de concilier justement tout ça dans un bel équilibre. Et donc, pour revenir à la question du départ, qui est qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'il y a plein d'affaires qu'on fait concrètement. On parle beaucoup nous, les concerts, de favoriser l'indisponibilité numérique, mais pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ne pas avoir son courriel sur son téléphone, laisser son ordinateur portable à la maison. Tu sais, il y a des trucs concrets, mais avec les concerts, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on se pose les questions en amont et qu'ensuite, ben là, on établit concrètement comment on peut transposer ça dans notre réalité. Puis en ce moment, en fait, cet automne, là, autour du 10 septembre, là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être diffusé ce super épisode de podcast, mais on a quelque chose à 9,99 qui s'appelle le guide de la professionnelle alignée et c'est exactement ça qu'on fait. On regarde toutes nos 6 sphères de vie, amoureuse, sociale, financière, professionnelle, bien-être, etc. Et on va déterminer nos essentiels parce que concrètement, c'est ces essentiels-là qui vont nous aider à mettre des choses en place et à prendre des décisions. Si moi, mon essentiel, c'est de faire mes devoirs avec mon enfant parce que l'éducation, c'est une valeur, parce que c'est un moment de qualité, etc., etc., et que je me le suis dit, que je l'ai déterminé, que je l'ai écrit dans mon cahier, ben à 5 heures, j'ouvrirai pas mes courriels. J'ouvrirai pas mes courriels. Mais en amont, je vais avoir travaillé sur ma peur de décevoir. Je vais avoir travaillé sur ma peur du manque aussi, parce que là, on se dit, mon Dieu, si je réponds pas tout de suite à mon courriel, peut-être que là, il va aller voir un autre avocat. Je vais avoir travaillé avec tout ce qui nous incite. Fait que nous, on a nos phrases clés. Nous, on dit toujours favoriser l'indisponibilité numérique. On dit toujours aussi les urgences des autres ne nous appartiennent pas. Donc, de redéfinir qu'est-ce qui est une urgence de l'autre, qu'est-ce qui est vraiment une urgence pour nous dans notre dossier, de déterminer nos essentiels parce qu'on y revient toujours pour prendre des décisions aussi nounounes que est-ce que je prends mon vendredi après-midi de congé ou non. C'est niaiseux, mais c'est ça. Alors, c'est sûr que là, on peut parler de comment déléguer. Moi, je suis une énorme fan de la planification. Dans les concerts, on parle beaucoup de la micro-planification, donc du day-to-day, hein, chaque jour, la semaine.
On parle beaucoup de la macro-planification en début d'année, que ce soit en janvier ou en septembre, connaître nos grands cycles professionnels, nos grands cycles personnels aussi, de placer ce qu'on appelle nos gros cailloux, ce qu'on sait qui va arriver de manière incontournable, de placer nos petits cailloux, puis après ça, de se laisser ce qu'on appelle des temps tampons pour pouvoir être capable de danser un peu avec les aléas de la vie. Donc, il y a des formules, il y a des méthodes qui existent, des méthodes éprouvées, il y a des trucs qu'on peut se donner, mais c'est sûr qu'il faut partir de la base, tu sais, en se posant les bonnes questions. Mais pour nous, l'indisponibilité numérique, se rappeler que les urgences des autres ne sont pas les nôtres et la planification, pour nous, c'est des grandes bases, ainsi que déléguer. Mais pour déléguer, il faut connaître nos forces, il faut connaître nos faiblesses, il faut savoir qu'est-ce qu'on délègue. Tu sais, fait que tout est dans tout, finalement. Oh non, tu peux y aller, excuse. Okay. Tu as dit tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Ben oui, moi, je prends des notes souvent parce que je sais qu'on se lance puis on discute, mais allez-y, je peux continuer. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es retrouvé au pied du mur et tu t'es posé ces questions-là, ou est-ce que vraiment le fait d'avoir eu un environnement quand tu étais plus jeune qui favorisait ça, justement, l'équilibre et l'énergie, tu sais, en fait, l'équilibre dans les différentes énergies, là, ça t'a permis tout de suite de te poser les questions en amont. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, où elles se posent ces questions-là malheureusement trop tard. Elles font un burn-out ou elles sont complètement épuisées au travail, puis elles savent pas vraiment. Elles font une pause, mais finalement, elles repartent ensuite dans des mauvaises habitudes. Dans le même rythme. Ouais. Ce que moi j'appelle beaucoup le pilote automatique, tu sais. Là, je vous parle un peu de mon langage, hein, je parle de temps tampon, d'indisponibilité numérique, le pilote automatique, mais c'est toutes des choses qui reviennent parce que ça nous touche toutes et tous. Moi, j'ai une grande chance. Ok, je suis la fille d'une femme qui s'appelle Marcia Pilote, qui est une des pionnières au Québec sur le développement personnel, le mieux-être. Elle en est à son 17e livre. Elle avait une émission qui s'appelait C'est ça la vie. Elle a des programmes depuis des années qui s'appellent Marcia comme je l'aime. Donc, moi, personnellement, j'ai une grande chance. Je suis rentrée dans ma vie d'adulte en me faisant la promesse et en prenant l'engagement envers moi-même que j'allais toujours être dans cette quête-là de mieux-être, d'alignement. Et je le trouve important, le mot alignement. Moi, c'est vraiment mon mot de l'année, là. Alignement au lieu de enlignement. Parce que quand on rentre dans le milieu du droit, on a le mot enlignement qui est fort. Il faut s'enligner sur des objectifs, sur une productivité, sur un parcours. Les heures facturables. Sur une finalité. Sur les heures facturables. Tu sais, enlignement, c'est comme s'aligner. Pour moi, c'est comme un objectif, puis il faut y aller. Ouais. Alignement, pour moi, c'est de prendre toutes les sphères de notre vie et de les mettre dans un chemin qui fait du sens, qui est aligné. Aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on voit. Donc, moi, j'ai cette chance-là. Par contre, ça ne veut pas dire que ça se fait, comme je le dis, en claquant des doigts. Ça ne veut pas dire que ça se fait facilement. Moi, je dis souvent à mon chum, si je ne faisais pas tout ce que je fais au quotidien et de manière hebdomadaire et de manière mensuelle pour mon bien-être et pour mon mieux-être, je serais comme la moyenne des ours, angoissée, anxieuse, stressée, irritée, irritable sur le pilote automatique, déalignée, la broue dans le toupette avec un sentiment d'être éparpillée, envahie, puis je serais probablement dans les statistiques des burn-out. Mais moi, j'ai vraiment choisi que ce serait pas ça, moi, ma vie. Et pour choisir ça, oui, je me lève 1 heure avant tout le monde dans la maison parce que j'écris, moi, le matin. Depuis 14 ans, beau temps, mauvais temps, je fais un exercice qui s'appelle les pages du matin. Ouais. C'est un exercice de... Là, je me relancerai pas là-dedans parce que je peux en parler. Est-ce que tu peux nous parler rapidement justement de ta... Parce que moi, personnellement, c'est un peu une question intéressée, mais ça m'intéresse. C'est très pertinent, en tout cas pour moi. Est-ce que tu peux nous parler de ta routine du matin et ta routine du soir? Parce que je sais que c'est ça qui te permet de bien commencer ta journée et bien la finir. Oui. Non, c'est très important pour moi. Mais je tiens à dire, c'est le truc que moi, j'ai trouvé pour moi. Je sais que moi, si je ne commence pas ma journée avec mes outils quotidiens
qui me servent pour me nourrir, pour faire mon ménage intérieur, pour m'aligner justement dans mes grosses périodes, etc., ben, je fonctionne pas bien. J'ai même chose pour ma routine du soir, qui elle est un peu plus lousse, je vais être franche avec vous. Mais sans ces outils-là, pour moi, j'y arriverais pas. Ma routine du matin, pour ma part, je me lève à 6 heures. Ce beau temps, mauvais temps, etc. J'ai la chance d'avoir un fils qui se lève tard. Puis là, ben, j'ai une ado aussi, fait que ça se lève toujours tard, vous me savez. Mais j'ai la chance d'avoir un fils qui se lève tard parce que c'est sûr que si vous avez des enfants aussi plus tard ou bon, vous avez des enfants qui se lèvent à 6 heures, ben je sais pas si je me lèverai à 4h30 du matin, je vais être franche avec vous. Bon, je me lève à 6h moins quart, 6 heures, donc je suis dans une maison où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas rien, parce que pour moi, c'est primordial de commencer ma journée avec un tête-à-tête avec moi-même pour sonder mon énergie et pour me brancher sur mon énergie. Parce que si vous vous levez un peu à la va-vite, puis que tout le monde dans votre maisonnée, je sais pas moi s'il y a des étudiants qui nous écoutent, qui sont en colocation, qui habitent avec leur chum, leur blonde, qui habitent encore chez leurs parents, puis que là, vous vous levez un peu à la va-vite, que vous savez même pas si aujourd'hui vous êtes de mauvaise humeur, bonne humeur, stressé, pas stressé, s'il y a des choses de la veille qui vous ont rendu anxieux, anxieuse, vous portez tout ça, là, nos journées, là, s'accumulent. Hein? Moi, je vois nos journées et les événements dans nos journées puis les émotions dans nos journées comme si on portait un sac à dos. Fait que là, mettons, telle interaction avec telle personne ou tel client, telle affaire, ça s'ajoute dans notre sac à dos. Puis à un moment donné, ça devient lourd, même si c'est des choses positives. Puis il faut faire comme un peu le ménage de notre sac à dos de, bon, qu'est-ce que je garde avec moi aujourd'hui puis qu'est-ce que je remets dans mes tiroirs. Et moi, c'est un peu ça que je fais le matin parce que sinon, si je me lève à la va-vite, en n'ayant pas fait ce tête-à-tête avec moi, ben je vais être dans une maisonnée où tout le monde va être à la va-vite, puis là, les émotions des uns, puis le stress de l'autre, puis l'anxiété, puis la joie de l'autre, puis le too much de l'un, puis le décide de ça. Puis là, on est comme absorbé, puis complètement défocusé de nos objectifs, de notre productivité, de nos aspirations. On est comme à côté de la traque, tu sais. Fait que moi, je me lève dans une maisonnée en silence, à mon rythme, et le moyen que j'ai trouvé, moi, depuis 14 ans, pour justement faire ce ménage un peu intérieur, puis pour commencer vraiment ma journée avec ce qui est nécessaire puis essentiel, c'est d'écrire. Fait que j'ouvre un cahier et je fais, là c'est un petit cahier, fait que je fais comme 4 pages, mais si c'est un plus grand cahier, je fais 3 pages. Et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Des fois, c'est ma liste d'épicerie. Des fois, c'est quelque chose qui s'est passé la veille. Des fois, c'est des idées pour un projet. Tout ce qui m'habite, je le couche là. Parce que si je le couche pas là, ça reste ici. Puis à travers mes dossiers, les lunchs à faire, ma gestion de mon équipe au bureau, mes projets avec mes concerts, le coaching que je fais, puis le mentorat que je fais avec des concerts, puis c'est ça, ben je serai pas disponible, je serai pas disposée, je serai pas allégée pour réussir à faire ce que j'ai à faire. Et donc, moi, ça, c'est vraiment, vraiment important le matin. Puis cette méthode-là des pages du matin, là, c'est pas moi qui l'ai inventée, ça vient de... Oh mon Dieu! C'est Julia Cameron. Ça s'appelle l'écriture créative. Il y a une raison pourquoi c'est le matin puis pas le soir. Il y a une raison pourquoi c'est 3 pages et pas une. Il y a toute une raison à ça. Et là, je veux pas nécessairement rentrer dans un cours des pages du matin. On mettra de toute façon les références. Oui, on va mettre les références dans la description. C'est ça. Exactement. Puis, mais tu sais, pour vous, ça pourrait être quelqu'un qui fait une méditation, ça pourrait être quelqu'un qui fait des étirements. Moi, souvent, je vais finir par des étirements parce que je suis vieille et j'ai besoin d'étirer mon corps, sinon j'ai l'impression que j'ai 92 ans. Fait que ça, c'est ça. Le soir, avant de me coucher, mais quand je dis que je suis plus lousse, c'est que des fois, je le fais pendant la soirée, des fois, je le fais avant de me coucher, des fois, je le fais pas, puis je le fais le lendemain matin dans mes écritures. Je fais ce qu'on appelle l'inventaire quotidien. Et ça, encore là, pour les étudiantes et stagiaires, il y a quelque chose qu'on vient de sortir, tout un outil qu'on vient de sortir sur l'inventaire quotidien. On vous a fait un formulaire avec une vidéo qui vous accompagne pas à pas dans les questions, etc. Mais c'est justement pour faire l'inventaire un peu plus factuel de notre journée, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qui nous reste dans le cœur, ce qu'on a appris, ce qu'on a réalisé, ça de quoi on est fier. Tu sais, pour se coucher, la tête dégagée, puis 2, pour faire un peu une tape dans le dos aussi, puis remettre à sa place ce qui doit être à sa place au lieu que tout ce qui nous a habité dans la journée tourne dans notre tête pendant la nuit, puis qu'on continue à
ça continue à faire boule de neige les jours à venir, tu sais. Donc, c'est un peu... c'est ça. Ça, là, c'est... Je pourrais en parler de d'autres choses que je mets en place, là, mais je dirais que mes ménages de matin puis de soir, intérieur, de tête, de corps, cœur, d'esprit, il est très, très, très primordial pour être capable de fonctionner. Mhm. Puis quand je dis fonctionner, ben c'est ça, c'est que comme vous, puis moi, oui, j'ai un enfant, j'ai un ado, mais c'est ça, là, c'est de gérer l'angoisse de l'ado qui a trop de cours au cégep, c'est de gérer les crises du petit parce qu'il n'a pas joué avec tel ami à la récréation, mais c'est gérer un dossier, avoir une grosse négociation, avoir une audience, faire mes suivis de tous mes dossiers, c'est de faire un coaching, c'est de finir à 3h30 parce que je vais chercher mon fils, c'est d'espérer de ne pas retravailler jusqu'à 11h le soir parce que je vais avoir été capable entre 8h30 et 3h30 de faire et d'accomplir ce que je dois faire et accomplir, parce que c'est beau tout ce qu'on parle d'être et de ça, mais il y a du faire aussi. Mais moi, je ne serais pas capable de faire et d'accomplir si je ne traitais pas et ne prenais pas soin de mon être en amont. Mhm. Donc, ce que je retiens, c'est que peu importe ce qu'on fait concrètement dans sa routine du matin et du soir, c'est de se rencontrer soi et de faire quelque chose qui nous permet de faire le ménage dans notre tête, que ce soit par du sport, que ce soit par l'écriture, la lecture, Mais etc. je vais te dire, Emmanuel, je te coupe un peu parce que c'est sûr que là, j'ai de l'air, je vais avoir de l'air bien ouverte puis dire, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Mais je vais, pour l'avoir essayé, c'est que c'est pas vrai qu'en faisant du sport, on fait le ménage intérieur parce qu'on est focusé sur une performance, parce qu'on a un autre objectif, on prend soin de notre corps, oui, de notre énergie, de notre tête. Moi, je suis sportive, là, fait que je comprends ça au bout parce qu'il faut aussi que j'intègre ça dans ma routine. Mais il n'y a rien de mieux que l'écriture. Puis là, je prêche pour ma paroisse, pour vraiment coucher sur papier ce qui se passe quand même dans notre tête. Donc, oui, essayez votre formule. Oui, essayez déjà à la base de se lever à son heure, à son rythme et de se donner du temps le matin. Déjà, c'est extraordinaire. Fait que oui, peu importe ce que vous faites après, c'est déjà un beau truc, je crois, très concret pour vraiment vous aligner dans vos journées. Mais l'écriture, c'est vraiment un outil puissant. C'est vrai un outil très, très puissant. C'est vrai qu'on a des fois, tu sais, moi, je sais, des fois, il y a des clients ou des dossiers qui se passent pas comme on veut, on reste avec un ressenti, puis des fois, on s'en rend pas compte, mais ça fait comme une semaine qui est derrière nous, puis quelque chose qui cloche à l'intérieur, t'es pas bien, il y a un inconfort, puis c'est vrai que trouver cette façon-là d'évacuer ce sentiment-là pour faire, bon, ça teinte le reste. Oui, exactement. Ça teinte le reste, c'est sûr. C'est que oui, il y a un inconfort par rapport à un dossier particulier, mais si la situation tend à se répéter, je sais pas moi, il y a une négociation, tu vois, Andréane, tu fais du droit familial. Bon, il y a une négociation par rapport à une passion alimentaire qui a mal été, qui a mal viré, etc. Tu as un client mécontent parce que ça arrive. Ouais. Et là, ben là, tu sais que tu as fait de ton mieux, mais en même temps, tu es triste, tu te sens coupable, tu te sens poche, il y a le syndrome de l'imposteur qui embarque. Mais tu as peut-être 8 autres négociations de pension alimentaire à faire dans ta semaine. Mais c'est certain que si tu fais pas le point avec ça, celle-là va te teinter les 8 autres, malheureusement. Et le contraire n'est pas vrai. La bonne qui va avoir été va peut-être pas teinter les 8 autres positivement parce que notre cerveau retient toujours le négatif. Donc, il faut nommer ce négatif-là. Moi, j'ai tout le temps les commentaires positifs. On dirait qu'on m'y dit, je suis comme, OK, mais je les reçois pas. C'est comme si ça fait un mur, là, souvent, là. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, au final, là, c'est ça. Je pourrais donner 1000 trucs, je pourrais parler de plein d'affaires, mais oui, c'est possible. C'est vraiment possible d'avoir une carrière, d'avoir une famille, d'avoir des passions, d'être sportive, tu sais, moi, j'ai la passion des voyages, des aventures. On part tous les fins de semaine. On est en camping du mois de mai au mois de septembre. Je passe mes étés au complet à l'extérieur. Comme je vous dis, je vais chercher mon garçon à 3h30. J'ai des bonnes nuits de sommeil. C'est possible. Et je vis de manière prospère, là. Je ne manque de rien. Mais ça, c'est des choix de vie aussi. Tu sais, nous autres, les gens, qu'on leur dit on est avocat puis avocate, on a une petite maison, on a 2 autos bien ordinaires parce qu'on veut avoir justement cette liberté-là de travailler un peu moins. Je pourrais avoir une maison à 800 000 comme bien de mes amis et de mes collègues dans le Boisé, le quartier Cossu de Boucherville.
Mais moi, je me souviendrai toujours, à un moment donné, quand j'ai acheté cette maison-là, il y a 5 ans, mon associé a dit « Ah, elle est vraiment belle, ta maison, et tout ça, elle est parfaite pour une première maison. Tu vas voir après, tu vas vouloir aller dans le boisé. » J'ai dit « Alexandre, j'ai dit, tu me paierais, tu me donnerais une maison gratuite dans le boisé que je n'irais pas. Parce que ce ne sont pas mes valeurs et que dans le boisé, on est isolé. Moi, j'ai besoin de connaître mes voisins, j'ai besoin d'être dans ma communauté. Je fais du porte-à-porte des fois pour des organismes parce que je connais le monde de mon quartier. Donc, c'est tout ça, ça vient de là aussi. Mais le fait qu'on soit dans ce quartier-là, dans une maison un peu plus petite, un peu moins chère, nous donne une grande liberté financière pour redonner à des causes qui nous tiennent à cœur, pour travailler moins pendant l'été, pour pouvoir découvrir le Québec un peu partout ou ailleurs quand on n'est pas en pandémie. C'est tout ça là, de faire danser les sphères de nos vies ensemble. Il y a beaucoup de... En fait, dépendamment de ce que l'on veut, il y a toujours des compromis à faire. C'est sûr que si tu veux faire 1 million par année, tu risques de travailler d'arrache-pied. Mais si on baisse ses attentes par rapport à un revenu, un certain revenu financier, c'est possible d'avoir une vie sociale, puis de protéger sa santé physique et mentale, etc. Oui, mais il y a 2 choses dans ce que tu dis, Emmanuel. Il y a 2 choses dans ce que tu dis. Parce que, de un, moi, je dis toujours, on peut tout avoir, mais pas en même temps. Okay? Il y a des cycles de vie. Quand j'avais un enfant d'1 an et demi, puis que je venais juste de revenir au travail, puis que j'allaitais encore, puis que ci, puis que ça, puis qu'on me disait « Puis, comment ça va, ton entreprise? » Ben, je disais « Ça va comme une mère qui a un enfant d'1 an et demi, puis qui allaite encore. » OK? Donc, si on me repose la question aujourd'hui, ma réponse est différente parce que j'ai un enfant plus autonome, parce que je l'aide plus, parce qu'il dort la nuit, parce que ça fait 5 ans, parce que, bon, j'ai eu de la croissance et tout ça. On peut tout avoir et pas en même temps. Donc, ça, c'est important à retenir. Parce que des fois, on est pressé, on veut tout en même temps, on veut tout avoir pas en même temps. L'autre affaire, oui et non, baisser les attentes. J'aime pas ça, dire ça puis entendre ça parce que ça a l'air très négatif. Mais souvent, on a l'impression que, par exemple, pour avoir un rythme de vie comme moi j'ai, ben, il va vraiment falloir baisser nos attentes. Mais on se rend compte que avec de la vision, avec de la planification, avec de l'organisation, en sachant déléguer aux bons endroits et aux bonnes personnes, en sachant s'entourer aussi de la bonne équipe pour justement pallier à nos faiblesses, pour maximiser nos forces. Je vous dis pas que je fais 1 million par année, pas ça du tout, mais je fais autant que bien de mes amis qui travaillent 90 heures semaine en grand cabinet. Parce que j'ai su mettre une structure. Puis là, c'est sûr que moi, j'ai un peu le thinking de l'entrepreneur. Hein. Oui, j'ai une grande liberté, justement, de choisir mon équipe, de choisir mes employés, de prendre des stagiaires, pas des stagiaires, de déléguer, de ci, de ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, puis dans sa nature, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Donc, moi, je suis pas en train de dire, hey, créez-vous votre vie, votre pratique, c'est la seule façon d'être heureux et prospère et partez-vous votre cabinet. Pas du tout. Mais même quand on est, c'est sûr que quand on est à l'emploi, bon, on a un salaire fixe, oui, on peut avoir des promotions, ça peut se négocier, mais même souvent, ce qu'on se rend compte avec les concerts dans nos programmes, etc., c'est que même les employés qui ont moins de flexibilité et de latitude dans des choix au quotidien ont beaucoup de pouvoir sur des petites et grandes choses de leur quotidien qui font en sorte que même un emploi plus conventionnel et stable au final, peut sembler moins lourd, plus allégé et plus aligné avec qui ils sont. Comme quoi, par exemple? Que ce soit justement dans... C'est niaiseux, hein, ce que je veux dire, mais mettons dans la signature courriel. Tu sais, si vous annoncez vos couleurs, que vous répondez en 24-48 heures, ou d'avoir vraiment, moi j'ai donné des trucs des fois à quelqu'un qui travaille avec sa parajuriste, là, tu sais, son adjointe. OK, parfait, ben établis donc tel genre de relation avec ton adjointe. Va luncher avec elle chaque lundi pour que vous vous mettiez sur le même set, puis la même vision pour la semaine, pour que vous partiez, puis que tu y délègues les bonnes affaires, puis que si, au lieu de toujours rattraper au jour le jour, puis de pas vraiment s'être aligné à une vision commune avec la personne avec qui tu travailles le plus. Mais c'est pas des choses qui sont dites, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école.
par exemple, dans la micro-planification, tu sais, nous, le dimanche, c'est incontournable. On s'assoit en famille, on regarde qui a quoi, on planifie, on sait d'avance quasiment au quart de tour ce qui va se passer dans notre semaine. Mais ça, tout le monde peut faire ça, qu'on soit employé, qu'on soit entrepreneur, qu'on ait des enfants ou pas des enfants. Mais puis, je planifie souvent au quart de tour pour 2 semaines en rajustant à chaque semaine avec les aléas de la vie. Ça, c'est du micro-planning. Mais il y a tellement de choses qu'on peut, justement... Puis, tu sais, il y a des affaires niaiseuses, là. Moi, j'ai une traiteur, OK? J'ai une traiteur qui vient à la maison une fois par mois. Il y a des gens qui disent, mon Dieu, mais c'est donc bien un luxe, je pourrais jamais. Mais si vous saviez comment c'est pas un luxe, si vous vous assoyez. Non, mais c'est vrai, c'est parce que si on s'assoit puis on regarde le temps et le coût que j'ai à faire mon épicerie puis ma bouffe puis mes ci, mes ça versus ce que ça me coûte réellement, c'est que il y a toute une notion quand tu disais baisser ses attentes puis faire son budget. Nous, on a eu tout un module avec les consoeurs qui était justement de sa planification financière. Qu'est-ce que ça me coûte vraiment, moi, pour vivre, puis de faire ces choix-là aussi en fonction, parce qu'on a l'impression que tout coûte cher, tout est trop luxueux, tout est trop gros, puis donc il faut travailler parce qu'on a la peur du manque, puis on n'aura pas assez d'argent. Mais à un moment donné, quand on revient au plancher des vaches, puis qu'on regarde vraiment les données avec pragmatisme, en enlevant nos peurs, en enlevant nos conceptions du luxe, en enlevant ci, en enlevant ça, bien, c'est souvent vraiment plus accessible qu'on pense et beaucoup plus soulageant qu'on pense aussi. Donc, je sais que si c'est des étudiants et des étudiantes qui nous écoutent, ça semble peut-être loin, ces affaires-là. Là, je parle de traiteurs, puis je parle d'enfants, puis je parle de ci, puis je parle de ça. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que vous êtes dans un milieu conventionnel, avec une culture de milieu très imposée, et que vous avez aussi probablement fait le choix du droit, oui, par vos grandes convictions de justice, mais aussi par l'attrait de la profession et de sa notoriété, que vous n'avez pas la place d'être et de faire à votre manière, soit beaucoup ou un petit peu, au day-to-day ou tout au long de votre carrière. Et ça commence par la connaissance de vous et la quête de l'épanouissement et de l'équilibre. Et c'est un travail et un engagement de longue haleine, mais qui peut tellement être le fun et agréable et qui vient justement saupoudrer de la légèreté, puis de la passion, puis de la stimulation dans une carrière qui peut être vraiment difficile, puis vraiment plate, puis vraiment lourde, puis vraiment morne. C'est à peu près ça le message. Là, ben, je pense que ça fait une excellente conclusion parce que malheureusement, le temps a filé à une vitesse éclair. C'est vraiment très inspirante, Adèle. Vraiment. On pourrait t'écouter des heures. Bon, on a une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Si tu avais la jeune Adèle devant toi là, qui commence son bac en droit, quel conseil tu lui donnerais à ce moment-là à elle? Juste un. Juste un. Ouais, j'y vais dans juste un. De se lâcher du lousse un peu. De se lâcher du lousse un peu. Parce que dans le milieu du droit, on le sait, la pression est forte, la compétition est là, justement, la culture de milieu de performance est là. Et au final, vous savez, on vit tout ça, mais en dessous, on est toute la même personne, la même consoeur, le même confrère, avec ses mêmes défis, avec ses mêmes angoisses, avec ses mêmes joies, ses mêmes peines. Et on devrait sortir de là, puis de la performance pour justement se lâcher du lousse pour bien reconnaître que ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Tout simplement. On est bon, on est bonne, on est capable, mais ça, on l'oublie, puis on ne se le dit pas parce qu'on est toujours en quête de plus et en quête de performance. Et je pense qu'on devrait être plus doux, plus patient, plus bienveillant, se foutre la paix un petit peu, surtout quand on est jeune, puis on commence. Ouais. Merci beaucoup Adèle de ta présence et d'avoir partagé ton expérience et ta vision avec nous. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses à partager, pareil en commentaire, mettez un thumbs up à la vidéo.
partagez-les autour de vous. Et d'ici là, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc sur le LinkedIn, sur le groupe Facebook, enfin la page Facebook, pardon, Oui, de la clinique. et le compte Instagram de la clinique juridique du Myland. Merci à la clinique juridique du Myland d'avoir produit cet épisode et merci au studio SF de l'avoir enregistré et monté. Merci à vous, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci de l'invitation. Bye bye. Bye bye.